Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence nombreux pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir Tatiana de René. Alors bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir, merci, je suis très heureuse d'être de retour. Eh ben, on est ravis de vous accueillir également. Alors pour commencer, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes franco-anglaise et vous avez grandi à Boston et Paris. Après des études littéraires en Angleterre, vous avez travaillé à Paris comme journaliste pour Vanity Fair, Psychologie, Elle et le JDD. Et puis parallèlement, c'est en 1992 que vous publiez votre premier roman, L'appartement témoin. Alors de nombreux autres romans suivent et c'est votre 9e livre, Elle s'appelait Sarah, qui est publié en 2007, qui va résolument changer votre vie d'autrice. C'est un manuscrit qui a été refusé par de très nombreux éditeurs, jusqu'à ce que les planètes s'alignent et qu'Héloïse d'Ormesson accepte de le publier. Et puis là, c'est un succès phénoménal, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et adapté au cinéma en 2010 avec Christine Scott Thomas dans un des rôles titres. Alors depuis, vous avez publié des romans et des nouvelles, certains écrits d'abord en français, d'autres d'abord en anglais, et puis d'autres en même temps, en français et en anglais. Et vous nous en direz peut-être d'ailleurs quelques mots de cette écriture simultanée pendant cette rencontre, puisque c'est le cas de Poussière blonde, le roman que vous venez nous présenter ce soir et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors à travers une narration prenante et qui traverse plusieurs temporalités, vous nous y projetez dans les grands espaces du Nevada, aux États-Unis, des années 50 à 2000. Et on y suit Pauline, jeune Française qui a rejoint les États-Unis avec sa mère alors qu'elle avait 7 ans et qui, lorsqu'elle a une vingtaine d'années et vit une vie plutôt étriquée, va la voir changer, cette vie, lorsqu'elle croise la trajectoire d'une immense star, Marilyn Monroe, que l'on va donc redécouvrir à travers les yeux de Pauline. Alors, lorsqu'on plonge dans votre œuvre, au fil de vos romans, il y a plusieurs constantes que l'on retrouve souvent. Votre intérêt pour les secrets de famille, votre obsession pour la mémoire des murs, votre goût des fins ouvertes et votre attrait pour la noirceur de certains scénarios. Et ce nouveau roman, il est finalement assez différent des précédents, puisque dans la liste que je viens de citer, seule la mémoire des murs est présente. Il y a en effet un lieu qui a une importance majeure dans le livre, qui en est presque un des personnages. C'est un hôtel, l'hôtel Mapes, qui n'existe plus aujourd'hui. Comment ce lieu s'est-il alors invité dans votre roman et dans quelle mesure est-ce qu'il en a été à l'origine? Alors merci pour cette belle présentation, vous n'avez rien oublié, bravo. Alors vous le savez, ceux qui m'ont lu, les lieux sont très importants pour moi. D'ailleurs beaucoup de mes romans démarrent par un lieu. Et moi je n'avais pas du tout prévu d'écrire sur Marilyn Monroe, elle fait partie d'une de mes idoles. D'ailleurs je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une biographie. Soyez rassurés, ce n'est pas du tout une biographie, c'est un roman. Et d'ailleurs, l'héroïne, vous l'avez dit, c'est Pauline, c'est pas Marilyn. Et c'est cet hôtel. Donc j'étais en train d'écrire un autre livre. Vous vous souvenez, j'étais venue vous le présenter, Nous irons mieux demain. C'était la dernière fois que j'étais venue ici, en décembre 22, il me semble. On portait la même tenue. Vous n'avez pas fait la même chose que moi aujourd'hui, dommage, mais bon. Et j'étais en train d'écrire ce livre-là en plein confinement. Et puis, tournait dans ma tête toujours cette idée d'écrire sur Marilyn, mais différemment, en fait. Et puis, j'ai commencé à chercher des lieux qui étaient importants pour elle. Et je m'intéresse notamment à ce fameux hôtel Mapes, qui a donc vraiment existé, qui est à Reno, dans le Nevada, où je n'ai jamais été. Mais pourquoi il m'a intéressé, cet hôtel? D'abord parce qu'il était magnifique. Imaginez une sorte de gratte-ciel art déco. C'était le premier gratte-ciel de l'Ouest américain, dans une ville où il n'y avait pas grand-chose. Le Nevada et Reno, ce sont des villes où il y a des casinos, et puis il y a des chevaux, on va y revenir, et puis il y a cet hôtel qui était The Place to Be. Et je suis tombée sur une vidéo que vous pouvez voir sur mes réseaux. On voit la démolition de cet hôtel le 30 janvier 2000. Il a été démoli parce qu'il ne rapportait plus d'argent, il avait été abandonné pendant un certain temps. Las Vegas a complètement éclipsé Reno par ses casinos et son extravagance. Et donc on voit cette vidéo incroyable où en quelques secondes, ce magnifique bâtiment s'effondre dans des nuages de poussière blonde. Et c'est là tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement... qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôtel? Quelle est l'histoire de cet hôtel? Et comment je peux me servir de ce lieu pour introduire quelque part... Je savais que Marilyn Monroe
avait passé 3 mois là lorsqu'elle a tourné son dernier film achevé, Les Désaxés de Misfits. Et quand j'ai commencé à rechercher des infos sur l'hôtel, et là c'était presque trop beau pour être vrai, il y avait une page Facebook, Mapes Hotel, page Instagram, Mapes Hotel, pour des gens qui ont beaucoup regretté qu'il ait été détruit. Donc il y avait une mine d'informations absolument incroyable. Donc moi, tout simplement, je suis allée chercher ce qui m'intéressait. C'est ce que je fais d'ailleurs dans la plupart de mes romans, que ce soit Elle s'appelait Sarah ou Rose, ou même Sentinelle de la pluie, qui ont des points forts, on va dire, historiques, de choses qui se sont vraiment passées. J'avais une telle mine d'informations, j'avais presque trop d'infos. Et donc, j'ai dû trouver mon chemin dans l'histoire de cet hôtel. Et la seule façon pour moi de rentrer dans l'histoire de cet hôtel, eh bien, c'était par les yeux de cette petite jeune femme française, Pauline, qu'on va suivre. Voilà, le livre va démarrer avec elle. C'était ma seule façon de m'approprier cet endroit qui n'existe plus et puis de raconter l'histoire de Pauline qui est liée aux Mapes. Et donc, vous avez reconstruit l'hôtel grâce à ce roman. Alors, ce Mapes Hotel, donc, c'était le grand hôtel de Reno, vous l'avez dit, la plus grande petite ville du monde qui est située dans l'État du Nevada, entourée de grands espaces dans lesquels on croise des villes fantômes et des chevaux sauvages, les Mustangs, qui ont un rôle important dans le roman et on y reviendra. Et dès les premières pages de Poussière blonde, on est immergé dans cet univers, dans ces paysages où tout semble bien plus vaste qu'ici. Comment est-ce que vous les avez alors fait exister sous votre plume? Vous avez glissé le fait que vous n'y aviez jamais été. Et comment est-ce que vous avez vécu l'écriture de ce roman au cœur de ces espaces qui donnent un profond sentiment de liberté? Alors, c'était la première fois que je m'attaquais à ces grands espaces, à l'ouest américain. J'ai la chance d'avoir grandi aux États-Unis, mais sur la côte est. Ma mère est anglaise, je vous rappelle. Mon père français, et nous avons vécu à Boston quand j'étais petite fille, puisque mon père travaillait à Boston. Donc je n'ai pas connu les grands espaces, mais j'ai connu l'Amérique à la fin des années 60. Et cette enfance américaine m'a beaucoup plu. J'ai vraiment... Les 4 ans que j'ai passés là-bas m'ont profondément marqué. Donc j'ai un peu donné ça à Pauline, qui va arriver au Nevada bien avant moi, à la fin des années 40, avec sa mère qui est française, qui va épouser un GI en deuxième noces. Et quelque part, j'étais tellement emballée par les descriptions de cet État. Alors, je suis allée en Californie, j'ai visité le désert californien qui jouxte celui du Nevada. Donc, je quand même vous dire que je devais aller au Nevada pendant que j'écrivais ce livre, mais ça n'a pas pu se faire pour des raisons trop compliquées à vous expliquer aujourd'hui. Et j'écrivais ce livre à une telle vitesse que, en fait, quand on m'a dit « Bon, finalement, tu peux aller au Nevada », donc tu as obtenu un budget, ben, j'avais presque fini le livre. Alors, vous allez me dire « Mais comment est-ce que vous avez pu écrire sur le Nevada sans y avoir été ?» Mais ça, c'est tout le travail de l'écrivain. C'est d'abord de vous emmener là-bas et de vous faire croire qu'on y a été. Comment on fait? Eh bien, d'abord, on se renseigne, on lit beaucoup, on lit les livres qui se passent au Nevada, on regarde des films. Et puis surtout, on interroge des personnes qui ont vécu là-bas. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai une très bonne amie qui a vécu, qui connaît bien. Donc elle m'a envoyé toutes sortes de vidéos. Elle m'a parlé du parfum du désert. Elle m'a raconté cette ambiance. Parce que Reno a beaucoup changé, ça c'est certain. Le Reno d'aujourd'hui ne correspond absolument pas au Reno que Pauline a connu petite fille et même un peu plus tard, puisque une partie de mon roman se passait en 2000. Le Reno d'aujourd'hui a complètement changé. Donc quelque part, ce n'était pas vraiment Reno qui m'embêtait. Je ne voulais absolument pas rater les passages de ces immenses espaces, justement. Je voulais vraiment emmener ma lectrice, mon lecteur, là-bas. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé les odeurs, les descriptions des paysages incroyables. Et franchement, j'y étais, hein. Et donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir emmené mes lecteurs là-bas. Et donc, oui, j'ai été au Nevada, dans ma tête. Et je vous y invite.
Et on y est au moment de la lecture. Alors, la liberté de ces grands espaces, Pauline, donc l'héroïne de Poussière blonde, elle la ressent tout de suite. Vous l'avez un petit peu évoqué quand elle le parcourt pour la première fois, alors qu'elle a 6-7 ans et qu'elle vient s'installer donc aux États-Unis avec sa mère qui vient d'épouser un GI. C'est toute une partie de l'histoire aussi qu'on redécouvre à travers cette trajectoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et de la façon dont ça s'est imposé pour vous? Alors j'ai découvert, il y a un terme anglais que j'aime beaucoup, je n'arrive pas à le trouver en français, donc pardonnez-moi, vous savez que je suis bilingue. On appelle ça un backstory. Un backstory, c'est en fait tout ce qui concerne votre personnage, toute son histoire. Et la seule façon de pouvoir exprimer tout ce qui est arrivé dans la vie de quelqu'un, dans les séries, c'est facile, parce qu'on le voit, voilà, c'est des flashbacks. Dans les romans, c'est aussi des flashbacks, mais il faut les décrire avec beaucoup de détails pour que le lecteur comprenne que ce sont des scènes marquantes du passé de votre personnage. Et donc, moi, il fallait que j'explique pourquoi Pauline, petite Française, se retrouve au Nevada. Et lorsque j'ai fait mes recherches pour comprendre, alors j'avais imaginé que sa mère, Marcel, on va dire 2 mots sur Marcel. Donc Marcel, une Parisienne, très élégante, coiffeuse à Montparnasse, très chic, toujours en escarpin, avec sa clientèle de dames très chic. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Marcel va tomber amoureuse, elle est jeune veuve, et elle va tomber amoureuse d'un GI américain, Doug, qui est un personnage que mes lecteurs aiment beaucoup, 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 qui vient du Nevada. Il est là pendant la libération de Paris, évidemment. Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour à ce moment-là, hein, vous le savez. D'ailleurs, j'étais au Havre pour une dédicace il n'y a pas très longtemps. Et l'histoire de Pauline et Marcel est liée au Havre, puisqu'il y a eu à peu près 7500 mariés de guerre. On les appelait war brides en français, en anglais. Et ce sont toutes ces femmes qui sont tombées amoureuses des GI, qui se sont mariées en France et qui ensuite sont parties rejoindre leur nouvel époux au fin fond de l'Oklahoma, de l'Arizona, de la Californie. Et donc il y a eu des bateaux affrétés par la Croix-Rouge américaine et par le gouvernement français également pour emmener toutes ces femmes à bon port en passant par New York. Et donc imaginez le voyage de Pauline, 7 ans. D'ailleurs, je cite à la fin de mon livre tous les livres qui m'ont aidé à écrire celui-là. Et il y a un livre passionnant qui raconte l'épopée de ces mariés de guerre. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui arrivaient à New York, toutes contentes de retrouver leur nouveau mari. Et bien, le nouveau mari, il n'était pas là. Donc, imaginez d'avoir quitté tout, quitté la France, d'être marié ou fiancé à GI qui ne se pointe pas. Bon, heureusement pour nos héroïnes, Doug non, Doug n'est pas là. En fait, elles doivent les retrouver au Nevada. Donc là, elles vont prendre un train qui dure un voyage de 3 jours à travers imaginez ces paysages absolument spectaculaires. Elles ont traversé un nombre d'États considérable. Donc, ça a été pour moi une grande nouveauté dans mon écriture de décrire le voyage incroyable de Pauline et Marcel dans ce train à la découverte donc de l'Amérique et de l'Ouest américain et d'arriver au fin fond de nulle part, hein, puisque c'est ça le Nevada. Et là, Marcel, avec ses boîtes à chapeau qu'elle a absolument voulu emmener avec elle. Imaginez Marcel sur ce train de gare où il n'y a rien. Il y a quelle gare où il n'y a absolument rien. Il y a juste le sable, il y a le vent, il y a une petite cahute. Et là, Marcel se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour elle, le rêve américain ne va pas vraiment marcher, alors que pour Pauline, cette petite fille déracinée, eh bien, la sauce va quand même prendre. Et l'Amérique, le désert, le Nevada et les chevaux vont devenir partie prenante de sa vie. Et la liberté de ces grands espaces. Mais dans la majeure partie du roman... ça se passe en 1960 majoritairement. Elle a donc une vingtaine d'années, Pauline. Et cette liberté que semblaient promettre ces paysages, elle en est assez loin à ce moment-là. C'est donc au moment du tournage du film Les Désaxés, qui sera le dernier film terminé de Marilyn Monroe. Et ça se déroule donc à Reno. Et c'est là que les trajectoires des 2 femmes vont se croiser et se nourrir l'une l'autre. Est-ce que vous pourriez nous raconter qui est Pauline en cet été 1960 et dans quelle mesure ce personnage s'est construit de concert avec la Marilyn Monroe que vous souhaitiez nous raconter? Alors Pauline a 20 ans. Elle est coincée dans une petite vie très étriquée, comme vous l'avez dit. Elle caressait de grands espoirs de devenir vétérinaire. Elle adore les chevaux.
les fameux Mustangs. Alors, ce n'est pas les voitures, hein, pardon, mais ce sont les chevaux sauvages du Nevada qui existent toujours, qui sont magnifiques, qui sont d'ailleurs aussi les héros des désaccès. Et Pauline avait un autre futur tracé pour elle, et malheureusement, elle a rencontré un homme, je vous dévoile quand même pas tout, elle va rencontrer un homme qui est un des directeurs du Mapes Hotel et qui va un peu se servir d'elle, on va dire. Elle va tomber sous son emprise. C'est un homme charmant, mais assez médiocre au fond. Il lui promet plein de choses, mais il ne se passe rien. Et Pauline va se retrouver enceinte. Voilà, donc sa vie est un peu brisée. Et au début de mon livre, elle travaille dans les toilettes pour dames du rez-de-chaussée du Mapes Hotel. C'est pas très rigolo. Elle élève donc sa fille, Lily, qui a 3 ans. Sa maman a ouvert un salon de coiffure à Paris qui s'appelle Marcel from Paris, qui marche très bien. Mais bon, Marcel a toujours pas très bien, parle pas très bien anglais. Elle s'est toujours pas fait à cette vie. Et donc, la seule joie de Pauline, c'est sa meilleure copine Billy Pearl et puis s'occuper des Mustangs. Pauline est devenue une grande cavalière et sa passion, c'est les chevaux. Et donc, elle a cette vie triste où elle est encore sous emprise de ce directeur de l'hôtel, Kendall Spencer, jeune homme très ambitieux. Et puis, sa vie va basculer un jour où tout simplement, une de ses collègues, qui est femme de ménage, elle, dans les étages, va se briser le poignet. Et donc, la terrifiante directrice des femmes de ménage de l'hôtel, Mildred Jones, va dire à Pauline un matin... Pilar s'est cassé le poignet, tu dois la remplacer tout de suite, tu montes à la suite 614, il n'y a personne, tu fais ce qu'il y a à faire et tu redescends aux toilettes pour dames. Bon, Pauline, qui est quelqu'un de gentil, timide, réservé, effacé, va faire ce qu'on lui dit de faire. Ce qu'elle ne sait pas, et là je ne vous dévoile pas trop de l'histoire non plus, vous inquiétez pas, c'est que cette suite évidemment n'est pas vide. Et il y a dans cette suite une femme un peu méconnaissable qui n'arrive pas à se réveiller le matin, Mrs. Miller, qui abuse un petit peu de tranquillisant, un petit peu de champagne, qui est un peu paumée, un peu à côté de ses pompes, comme on pourrait dire. Et Pauline ne va absolument pas reconnaître cette femme qui, sans son maquillage, ne ressemble absolument pas à la star que vous connaissez par cœur. Et va se lier, on ne va pas dire une amitié, mais une sorte de complicité. Elles n'ont que 12 ans de différence. Mrs. Miller va tout de suite repérer que Pauline bégaye un petit peu, puisqu'elle bégayait aussi quand elle était jeune, Marilyn. Et quelque part, le fait que Pauline soit française, ça va la fasciner pour des raisons que vous allez découvrir. Et donc... Pauline va se retrouver à la demande de Mrs. Miller. Ça va être elle qui va être responsable de nettoyer la suite 614 pendant toute la durée du séjour de Marilyn Monroe dans cet hôtel. Beaucoup de mes lecteurs m'ont demandé si Pauline existait vraiment, puisque elle semble très vraie. Et puis je me suis basée sur beaucoup de choses. Vous allez voir des détails très vrais concernant le tournage, concernant l'hôtel, concernant Marilyn Monroe. Et donc, je leur réponds avec un petit sourire. J'ai inventé Pauline Basley, mais il y a bien eu, pendant l'été 60, une jeune femme qui a fait le lit de Marilyn Monroe tous les matins. Et pourquoi cet angle de femme de ménage était tellement important pour moi? Parce qu'une femme de ménage, elle voit tout de vous dans un hôtel. Quand vous allez dans un hôtel, quelqu'un va faire votre lit, quelqu'un va ranger vos affaires, quelqu'un va remarquer tous vos médicaments, votre maquillage, les livres que vous lisez, vos vêtements, comment vous avez dormi, qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles, tout. Et je me suis dit, mais c'est un trésor, en fait, la vision de Pauline. Et ce n'était pas comme si Marilyn allait passer une nuit dans cet hôtel. Non, elle est restée 3 mois. Vous vous rendez compte? 3 mois, c'est beaucoup, 3 mois. Et pendant ces 3 mois, il va se passer beaucoup de choses, non seulement dans le tournage, mais aussi dans la vie de Pauline. Et quelque part, c'est cette rencontre avec Marilyn Monroe qui va changer la vie de Pauline petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un claquement de doigts. Et ce n'est pas non plus une amitié. Ça me paraissait un peu trop gros qu'elle devienne amie avec sa femme de chambre. Mais il y a entre cette jeune femme fragile,
un peu cabossée par la vie, et une autre femme fragile, un peu cabossée par la vie, une sororité, une entraide. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer comment une rencontre extraordinaire, qui n'était pas prévue, peut changer votre vie. Et oui, et en effet, à cette période-là, donc l'été 1960, Marilyn Monroe a 34 ans et elle est dans une période crépusculaire de sa vie, sur un tournage qui va s'avérer très difficile. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce film et de ce tournage qu'on pourrait presque qualifier de maudit? Alors oui, bien sûr, on parle souvent de la légende noire des désaxés. C'est donc le dernier film achevé de Marilyn Monroe. Le scénario a été écrit par son mari, Arthur Miller, réalisé par John Huston, avec Montgomery Clift, avec Clark Gable. Et ce film, dès le départ, ça s'est mal passé. Pourquoi ? D'abord, il y avait le désert du Nevada. Imaginez les températures, 40 degrés. Et Marilyn, elle n'arrivait pas à se lever le matin. Donc, elle faisait poireauter tout le monde. Et d'ailleurs, Clark Gable, qui n'était pas très en forme, il est mort juste après le tournage. Il n'a jamais vu le film achevé. Montgomery Clift n'était pas dans un état très frais non plus. Il abusait comme Marilyn de cachet. Et puis, tout le monde buvait trop. Tous les soirs, en rentrant du tournage, tout le monde descendait au casino, jouer, boire. Et puis, bien sûr, le couple Monroe-Miller battait de l'aile, puisque, rappelez-vous, c'était à ce moment-là, pile poil à ce moment-là, qu'on a découvert le scandale de la liaison Montand-Marilyn. Petit rappel, je retourne en arrière. Un mois avant, Marilyn Monroe était avec son mari à LA, au Beverly Hills Hotel. Et Simone Signoret et Arthur Miller ont fait la bêtise absolue pendant le tournage du Milliardaire. Arthur Miller de faire des repérages dans le Nevada et Simone Signoret d'aller tourner un film à Rome et de laisser dans des 2 bungalows voisinants. D'ailleurs, Eric Emmanuel Schmitt a écrit Bungalow 21 que je vous invite à lire. C'est une très belle pièce de théâtre et qui raconte l'histoire d'amour clandestine entre Monroe et Montand, qui a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr, vous vous en souvenez certainement. Et donc, le scandale va éclater pendant que le couple Miller est au Mapes Hotel. Ça va faire les gros titres dans le monde entier. La mère de Pauline Marcel, qui ne rate pas ce genre de choses, achète tous les magazines qui concernent cette histoire. Et bien sûr, vous imaginez l'ambiance dans la suite 614, qui n'allait pas très fort. Et donc, c'était le début de la fin de leur mariage. Et donc, vous imaginez de devoir tourner un film où ça ne se passe pas bien entre le mari et la femme. Et puis, donc, ce film a traîné en longueur. Il a pris un retard considérable. Et quand il est sorti en 61, il paraît qu'il a fait un flop total. Il a mis longtemps à devenir culte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Levez la main si vous l'avez vu, s'il vous plaît. Ah, quand même. Bon. Mais vous voyez, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Et je vous invite à le voir. D'ailleurs, mon livre est un peu le making-of de ce film. C'est un film très différent des films habituels de Marilyn Monroe, où on a l'habitude de la voir en sirène blonde, qui chante Diamonds are a girl's best friend, etc. Là, on voit une vraie actrice, en fait. On voit une femme étonnante. Il y a une scène où elle crie dans le désert contre la mise à mort des Mustangs, justement, qui est étonnante. D'ailleurs, Pauline va assister à cette scène, bien sûr. Donc, ce film est assez tragique parce qu'on se rend compte à quel point Marilyn Monroe était une actrice qu'on a cantonnée dans des rôles d'idiote, de blonde et cervelée, qu'elle jouait très bien d'ailleurs, mais elle avait tellement plus de potentiel. Et ce film montre tout ce qu'elle aurait pu être. Malheureusement, c'est son dernier film achevé. Et donc, et tout le monde est mort peu de temps après. Montgomery Clift est mort en 68. John Huston, pas très longtemps après. Et donc, ce film, il a gardé cette espèce de légende noire, mais il est devenu totalement culte. Et je sais que beaucoup de gens l'ont vu récemment. D'ailleurs, ma maman, 90 ans, ne l'avait jamais vu. Donc, je lui ai montré. Parce qu'il se loue très facilement, en VOD ou le DVD, il se loue très facilement. Il a une très belle chromie en noir et blanc. Il est magnifique, ce film. Et ma mère l'a adoré. Elle m'a dit, mais je vois une Marilyn Monroe que je ne connais pas. Donc, je vous invite à le voir.
Oui, en ça, en effet, c'était un film très important pour elle, parce que c'était un rôle totalement différent, écrit par son mari, qui n'arrêtait pas de réécrire le scénario. Il faut quand même aussi dire que son mari faisait quelque chose d'assez répréhensible. Tous les soirs, il changeait le scénario et il rajoutait des phrases que Marilyn Monroe disait dans la vraie vie. Donc imaginez d'avoir appris vos lignes avec votre coach pendant quelques jours et le lendemain, on vous donne un autre scénario et vous retrouvez des phrases de votre vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a une scène très belle entre Clark Gable et Marilyn Monroe. Ils sont dans une voiture. Marilyn a l'air... elle joue son propre rôle. Hein. Rosalind, c'est elle. C'est une femme fragile, paumée, perdue, touchante. Et à un moment, Clark Gable lui dit « You're the saddest girl I've ever seen. Tu es la fille la plus triste que je n'ai jamais vue. » Ça, c'est la phrase exacte qu'Arthur Miller a dit à Marilyn Monroe quand il l'a rencontrée pour la première fois. Donc ça, c'est qu'un exemple de tout ce que Arthur Miller... il piochait, il pillait la vie intime de sa femme pour ensuite lui demander de la jouer. Et en fait, elle le faisait par amour, j'imagine, et aussi parce qu'elle avait du talent et qu'elle était une grande actrice. Mais j'imagine quand même la douleur que ça a dû être pour elle de dire ces mots-là qui étaient les mots de sa vraie vie. Alors c'est donc dans un moment de grande fragilité qu'on découvre Marilyn Monroe, mais elle n'est pas seule dans cette période difficile. Elle est entourée de ceux qu'elle nomme sa joyeuse clique. Alors, il y a son masseur, sa maquilleuse, sa secrétaire, sa professeure de théâtre qui l'accompagne, qui la protège aussi, et tous deviennent personnages sous votre plume. Comment est-ce que vous avez recréé justement cette joyeuse équipe? Alors j'ai beaucoup de chance parce que cette joyeuse clique, alors en anglais Happy People, ils ont tous écrit sur Marilyn. Le masseur, la coiffeuse, non. Mais le maquilleur, oui. La coach, tout le monde, après la mort de Marilyn Monroe, a écrit leurs souvenirs, et Arthur Miller en premier. Et je me suis beaucoup servi de ses mémoires parce qu'il y a tout un passage consacré au tournage des Misfits. Et d'ailleurs, il décrit très souvent que pendant les scènes terribles qui se sont déroulées dans la suite de leur hôtel, les disputes, les problèmes, etc., les cuites, il disait toujours il y avait une jeune femme de ménage terrorisée dans un coin. Donc Pauline était déjà là, quelque part. Je l'ai juste mise en lumière. Et donc, je me suis servi des souvenirs de tout le monde. Mais voilà, en fait, mon travail, il sert... C'est très simple, en fait. Je prends des choses vraies qui sont vraiment arrivées. J'ai fait ça dans Elle s'appelait Sarah, d'ailleurs. J'ai fait ça dans Rose. Je prends des éléments qui sont vrais. J'en fais quelque chose de faux, puisque c'est mon travail de romancière. Donc, je ne suis pas historienne. Hein. Donc, j'invente une histoire à partir de personnages qui ont vraiment existé. Mais ça ressemble à du vrai. Et donc, mes lecteurs passent beaucoup de temps à me dire, bon, alors ça, c'est vrai ou ça, c'est faux, et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Et donc, je réponds, mais ça, c'est notre travail, en fait. Et d'ailleurs, on a fait une émission passionnante à la Grande Librairie, je ne sais pas si vous l'avez vue récemment, avec d'autres auteurs de talent, dont Régis Geoffrey, où Augustin Trapenard nous a interrogés justement sur ce travail de partir d'éléments véridiques et puis d'y mettre sa patte et d'en faire un roman. Et ça, c'est un vrai travail romanesque, puisque ce livre est absolument un roman, mais qui prend ses racines dans, évidemment, des événements qui ont vraiment eu lieu, des anecdotes qui ont vraiment eu lieu. Mais je vous assure, c'est un roman. Et c'est un roman avec des scènes marquantes aussi, des scènes qui restent après la lecture. Je pense notamment à un instant hors du temps, une soirée hors du temps, qui a lieu avec toute cette joyeuse clique. Ça, c'était mon passage préféré. Ah, dans la Sky Room, donc la salle de bal située au dernier étage de l'hôtel. Oui. Une soirée pendant laquelle ils vont danser, pendant laquelle Marilyn va chanter. C'est une des scènes du roman aussi où la musique a une place importante. Vous nous livrez d'ailleurs une playlist à la fin du livre. Alors, de quelle manière la musique vous a-t-elle justement accompagné dans l'écriture de ce roman et de cette scène en particulier? Alors, c'est vrai que Marilyn Monroe était également une grande chanteuse, vous le savez, puisqu'elle avait ce grain particulier. Elle a chanté dans beaucoup de ses films. Donc, j'ai beaucoup écouté sa voix pendant l'écriture de ce livre. Et puis, je me suis plongée dans la musique des années 60, et même un petit peu avant. Donc, qu'ont dû écouter mes parents, j'imagine, puisque moi, je suis née vraiment au début des années 60 et je n'ai pas souvenir de cette musique-là. Mais c'était vraiment une musique très entraînante,
Et je me suis beaucoup amusée à recréer cette ambiance du Mapes Hotel, puisqu'au dernier étage, il y avait la Sky Room, littéralement la pièce dans le ciel. C'était une salle de bal immense où il y avait donc effectivement des bals, des concerts, des dîners dansants. C'était vraiment un endroit extraordinaire avec une vue sublime sur les Sierras jusqu'en Californie avec le coucher du soleil. Et c'était vraiment, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu, un lieu absolument extraordinaire. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'il se passe quelque chose d'important pour Pauline dans cette pièce. Donc évidemment, je me suis servi d'éléments qui ont vraiment existé, dans le sens où Marilyn, un jour de panne électrique dans tout Reno, a organisé une petite soirée aux chandelles dans la salle des costumes, parce que ça, tout le monde en parle dans leur mémoire. Mais ensuite, moi, j'ai exporté la soirée au 12e étage. Et évidemment, Pauline va se retrouver à danser avec Marilyn Monroe. Et puis d'ailleurs, il va se passer quelque chose de très mémorable ce soir-là, puisque va débarquer le directeur de l'hôtel, mais je ne vous en dis pas plus. Donc, en fait, ce moment-là, je suis contente que vous en parliez, parce que bon, je pense que mes lecteurs vont sentir ou sentent déjà que j'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre. D'abord, il n'y a aucune noirceur, rassurez-vous, moi qui vous ai quand même beaucoup emmené dans des histoires un peu noires, inquiétantes, tristes, où il n'y a pas de fin. Rassurez-vous, nous avons une fin, une belle fin, ouverte, pas ouverte, fermée, heureuse. Et puis, il y a des passages où j'ai vraiment goûté à... En fait, c'est presque comme si, pendant les 9 mois où j'ai écrit ce livre, j'étais sur un Mustang. Je cavalais dans le désert du Nevada. J'avais le vent dans mes cheveux. D'ailleurs, mon mari disait non, Tatiana n'est pas là, elle est au Nevada sur un Mustang. Je n'étais pas là, j'avais une vie parallèle. Et c'est fou parce que c'est pas du tout mon premier livre, hein, c'est même peut-être mon 15e. Mais jamais la puissance de l'écriture ne m'avait amené aussi loin dans le plaisir d'écrire. Et je sais que mes lecteurs le sentent. Et ça me touche énormément. Alors, vous l'avez évoqué, le Mustang, on va y venir. C'est un il faut quand même parler de Commander. Oui. Inoubliable. Et à 4 pattes, donc, Commander. Mon premier héros animalier. C'est ça. Alors, en plus, il constitue un point de repère entre qui font se rejoindre l'histoire de Pauline et celle du tournage. Quand est-ce qu'il est arrivé dans le roman ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? Et puis, quel lien est-ce qu'on crée avec un personnage non humain ? Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le Nevada, j'ai vu que les Mustangs avaient une importance capitale puisqu'ils ont longtemps été raflés. D'ailleurs, c'est le thème des Misfits et des Accès, puisque ces chevaux sont attrapés. D'ailleurs, les scènes de l'assaut avec Clark Gable sont impressionnantes et ces chevaux sont magnifiques, sauvages, superbes. Et donc, je me suis dit, il fallait que dans mes deux histoires, l'histoire de Pauline, sa vie, et le film, il y ait un lien. Et donc j'ai imaginé un personnage qui n'a donc rien d'humain, puisque c'est un cheval, qui s'appelle Commander. Et je l'ai vraiment travaillé comme s'il était vraiment un personnage. Il va être le lien entre les deux histoires. Il représente plusieurs choses. Il représente la force, la liberté. Il représente la beauté de cet Ouest américain, où je vais aller, je vous signale. Mon prochain voyage, c'est le Nevada, d'ailleurs. J'ai rendez-vous avec Commander. Et quelque part, il représente tout ce que Pauline va devenir et tout ce que Marilyn ne pourra jamais être, puisque Marilyn va devenir un peu de la chair à canon. En fait, elle va être mangée par le système hollywoodien. Elle ne va pas s'en sortir, comme ces chevaux qu'on attrape pour devenir de la pâtée pour chien, qui sont vendus pour quelques dollars. Et donc, Commander, il arrive avec fracas dans l'histoire. Et ça, c'est toute la backstory de Pauline et de Billy Pearl, son ami. Mais il a aussi une autre vertu, c'est que dans les moments difficiles de la vie de Pauline, lorsqu'elle est confrontée à cet homme qui abuse d'elle, au mépris de sa mère, par exemple, ou même au mépris de Mildred Jones, sa patronne, eh bien, elle imagine que Commander est juste derrière elle. Il va avoir une sorte d'aspect apaisant. Il va lui donner une certaine force, cet étalon noir. Il devient un symbole, en fait, de ce qu'elle va devenir. Et donc, je n'avais pas du tout prévu d'avoir ce personnage dans mon livre. Et pour la petite histoire, j'étais arrivée presque au milieu du livre. Et mon mari, qui est mon premier lecteur,
et qui lui est un grand cavalier, m'a dit, bon, maintenant ça suffit que tes histoires de chevaux, tu les décris dans tous les sens, donc il va falloir que tu t'y remettes. Alors je le regarde un peu avec horreur, parce que je n'ai pas monté depuis mes 15 ans. Il dit, oui, mais vous, les Anglais, ça ne s'oublie pas. Donc, il organise un week-end dans la forêt de Chantilly. Donc Chantilly, c'est vraiment le royaume du cheval, comme vous le savez certainement. Donc moi, j'étais un petit peu angoissée, mais il m'a fait faire toutes sortes voilà, j'ai une remise en forme avant pour bien appréhender tout ça. Et là, la réalité rattrape la fiction, puisque la jeune femme qui s'occupait du haras s'appelait Pauline. Donc je me suis retrouvée à cheval, voilà, toutes ces années plus tard, et j'ai absolument adoré. Je n'ai pas eu peur. J'ai eu un très grand cheval, mais il paraît que c'était la plus gentille. Mais la Pauline du haras m'a dit, vous inquiétez pas, elle est impressionnante. Et là, j'ai vu, elle s'appelait Baya. J'ai dit, ça va être mon cheval. Oui, oui, mais c'est la plus gentille. Votre mari nous a dit que vous n'avez pas monté depuis fort longtemps. Donc, c'est la plus calme et la plus gentille. Et j'ai vu arriver Commandeur. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour me hisser sur ce cheval? Donc, on m'a donné un petit tabouret quand même. Mais bon, j'ai tenu bon. Et j'ai passé des moments... D'ailleurs, ça m'a donné envie de continuer, pour tout vous dire. Donc, je me suis beaucoup occupée de chevaux, Voilà, j'ai parlé à énormément de gens qui sont proches des chevaux, j'ai parlé à des vétérinaires, j'ai appris plein de choses. Et donc voilà comment ce personnage est rentré dans le livre, et d'ailleurs dans ma vie, puisque quand j'ai un moment d'angoisse comme Pauline, hein, ça nous arrive à tous d'avoir des moments un peu difficiles, eh bien j'imagine que Commandeur, il est juste derrière moi, et ça m'aide. Et le fait de remonter a effectivement nourri votre écriture aussi. Absolument. Alors justement, cette écriture, on l'a évoqué au début de cette rencontre, vous avez écrit le livre simultanément en anglais et en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors je vais essayer de faire simple, mais la plupart de mes livres, je les écris soit en anglais, soit en français. Et jusqu'ici, ils étaient traduits par quelqu'un d'autre. Et c'était un moment terrible, parce que quand on est un auteur bilingue, on a beaucoup de mal à voir arriver un traducteur ou une traductrice, et on n'est jamais content du travail du traducteur, qui d'ailleurs lui-même ou elle-même est un peu gêné d'être confronté à quelqu'un qui écrit dans les deux langues. Pendant très longtemps, on m'a fait croire que je ne pouvais pas me traduire moi-même. Voilà. Aujourd'hui, un peu comme Jodie Foster, j'ai vu une interview d'elle il n'y a pas très longtemps, nous avons le même âge, elle et moi, et elle dit que quand on atteint la soixantaine, on a une espèce de super pouvoir, c'est-à-dire qu'on comprend tout d'un coup qui on est vraiment et ce qu'on veut. Et on arrête d'être poli et gentil et de dire oui à tout. C'est fantastique, non? Vous connaissez, hein? Bon. Et donc, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout obligée de me plier aux injonctions éditoriales qu'on me donnait et que j'étais libre, après tout, de me traduire moi-même. Alors, on m'a beaucoup dit, mais non, vous n'en êtes pas capable, c'est impossible, etc. Il faut de la distance. Bon. Et j'avais déjà fait ça pour Les Fleurs de l'ombre. J'avais écrit ce livre en même temps, en anglais et en français. Alors, je vous explique exactement comment ça se passe. Je n'écris pas d'abord la version anglaise que je traduis ou vice-versa. Non, c'est 2 pages ouvertes sur mon ordinateur et je vais de l'un à l'autre. C'est-à-dire que je commence dans une langue, je ne fais pas attention à laquelle. Je continue l'histoire dans l'autre langue, je repasse dans l'autre langue et ensuite je réadapte. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, mon mari me disait souvent, tu as de la fumée qui sort de tes oreilles. Mais en fait, pourquoi c'est tellement passionnant? C'est très difficile quand on est bilingue, je vous le disais tout à l'heure, d'être traduit par quelqu'un d'autre parce que ce sont 2 langues maternelles. J'ai la chance d'avoir ces 2 langues maternelles. Et donc, quand je me lis adapté dans une autre langue, je trouve que ce n'est pas moi. Et donc, quand j'écris immédiatement dans les 2 langues en même temps, c'est presque un work in progress. Et ça veut dire que parfois, c'est l'anglais qui va me faire me rendre compte que je me suis trompée dans le français d'origine et que ce n'était pas ce que je voulais dire. Ça vous permet, imaginez 2 transistors qui émettent des musiques différentes, mais il faut que ça soit la même fréquence pour vous. Ça veut dire que, par exemple, Marilyn Monroe, alors,
j'avais en plus la difficulté d'avoir une héroïne française. Marilyn n'a rien de français et ça se passe dans le Nevada. C'était difficile pour moi de faire parler Marilyn Monroe en français directement. Et je sais qu'elle appelait tout le monde « honey ». Imaginez sa petite voix « honey, honey ». Bon. Et je me suis dit, mais ok, comment je vais traduire « honey ». Ça veut dire miel, bien sûr, comme vous le savez, mais je me suis dit, si j'arrive à trouver déjà tous les mots moi-même, donc j'ai traduit par mon chou, et je trouve que ça lui colle très bien, donc elle appelle Pauline mon chou. Mais ça, ce n'est qu'un petit exemple, parce qu'il y avait toutes les expressions des années 60, à la fois en français et à la fois en anglais, qu'il fallait absolument que j'affine complètement. Des expressions qui ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui, bien sûr. Donc je me suis beaucoup amusée à trouver l'équivalent exact. Et je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à écrire ce livre dans les 2 langues en 9 mois. Je ne sais pas. C'est un mystère, parce que vous voyez, il n'est pas non plus tout petit. Il doit faire 300 pages, ce qui veut dire que j'ai écrit 600 pages. Et à la fin de l'histoire, j'ai donné les 2 versions à mon éditeur, qui était assez halluciné quand même, parce que c'est quand même un petit peu spécial. Et après, ce qui est compliqué, c'est que lorsqu'il y a des corrections dans le manuscrit français, ben, il faut les annoter dans le manuscrit anglais et vice-versa. Donc, je ne sais pas si je vais continuer à faire ça, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a quand même apporté un grand plaisir lorsque j'ai l'impression de vraiment trouver cette sonorité qui me plaît dans les 2 langues. Et que du coup, j'ai maintenant pour le prochain livre que je n'ai pas encore en tête, mais je ne sais pas dans quelle langue il va être. Et il y a une voix intérieure qui me dit « Tatiana, tu sais très bien que tu vas recommencer à écrire dans les 2 langues, donc tranquille histoire, tu sais le faire, c'est ton truc, tu écris comme ça, voilà, vas-y. » Parce qu'en revanche, vous n'avez jamais écrit tout dans une langue puis traduit. Non, en fait, je n'aime pas ça. Et par exemple, si vous me disiez traduisez le livre de, je sais pas, Delphine de Vigan ou Karine Thuil, je serais absolument incapable de traduire le travail de quelqu'un d'autre. Je pourrais traduire un court texte. Là, c'est mon travail que j'adapte en permanence pendant que j'écris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si c'était une sorte de poterie que je pétris comme ça. Je suis toujours à la recherche du mot parfait dans les 2 langues, de l'expression dans les 2 langues. Parfois, il y a des anglicismes dans le français, il y a des francicismes, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs, dans l'anglais. Mais c'est un travail très personnel que j'ai apprivoisé. Et maintenant, je me demande comment je vais faire sans. Déjà, avant, lorsque je commençais un livre en français, j'avais toujours la voix anglaise qui me disait « Oh non !» Et quand je commençais un livre en anglais, j'avais la voix française qui disait « Mais non !» Donc là, en fait, j'apaise. C'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. J'apaise les 2 parties de moi. Voilà. Mais vous ne savez pas ce qu'il va se passer avant de commencer l'écriture. C'est quelque chose qui relève de l'intuition, vraiment, de savoir dans quelle langue ça va venir et comment ça... Alors, je connais mon histoire. Là, je savais exactement ce que je voulais écrire. Voilà, je savais parfaitement où je voulais aller. J'avais fait un plan, mais je n'avais pas choisi la langue d'écriture. D'ailleurs, je suis bien incapable de vous dire la première phrase, dans quelle langue elle est venue. Je ne sais pas. Parce que comme je retravaille tout en permanence, mais bon, c'est une façon de travailler un peu particulière. Mes amis écrivains me regardent comme si j'étais une bête curieuse. Les traducteurs se méfient énormément de moi. Ils se disent, si elle continue comme ça, si tout le monde faisait ça, on n'aurait plus besoin de nous. Alors, je vous rassure, il sort là en hollandais, il a 10 éditions étrangères, donc je ne peux pas... Je m'arrête à l'anglais et le français. Hein. Je ne sais pas faire l'italien, l'espagnol, je ne sais pas. Voilà. Et donc, il est paru simultanément en français et en anglais? Non, pas du tout. C'est d'abord la France, les Pays-Bas dans quelques semaines. Il a un nom imprononçable. Je crois que c'est Sterrenstoff. Voilà. Et il sort aux États-Unis en mai de l'année prochaine, Blonde Dust. Donc voilà. Donc l'aventure continue dans d'autres pays. Voilà. Bon, merci beaucoup.
Merci Anne Renée pour cette rencontre. Alors peut-être que des questions, Oui, il y a peut-être que des des personnes dans le public ont des questions à poser. Moi, je voulais vous dire que vous parlez admirablement bien de votre livre et de la façon dont vous l'avez concocté. Et alors, moi, je l'ai lu déjà et en fait, j'ai envie de le relire là, du coup. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Quel beau compliment. Et je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour à peu près pour l'écrire. Je vous l'ai dit, 9 mois. Ah, Une grossesse. d'accord. Ok. La partie sur Marilyn Monroe, j'avais déjà beaucoup lu sur elle depuis longtemps, je suis fan de Marilyn depuis mes 13 ans. Donc je connaissais bien sa vie. Ensuite, j'ai dû faire pas mal de recherches sur le Nevada, à défaut d'y aller. Donc ça m'a mis un petit peu de temps quand même. Mais une fois que j'avais tous mes éléments, c'est arrivé à une vitesse incroyable. D'ailleurs, même moi-même, je me suis étonnée de la vitesse. J'ai commencé en janvier et je l'ai terminé en septembre. Et j'ai toujours un peu le baby blues pour ce livre, hein. Je ne vous cache pas que je crois que c'est un de mes livres préférés. On me demande souvent... beaucoup de gens pensent que elle s'appelait Sarah, mais en fait non. Sarah, c'est à part. J'aimerais toujours ce livre. Il a changé ma vie. Et cette histoire est bouleversante et j'ai fait des rencontres magnifiques. Mais Poussière blonde, le plaisir d'écriture, j'avais pas goûté à ça depuis très longtemps. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si pendant l'écriture de votre livre, vous avez ressenti la présence de Marilyn Monroe ou Pauline éventuellement. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous dire Marilyn est apparue. C'est un fantasme absolu. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire ça. Je porte le même parfum, je porte Chanel numéro 5 depuis mes 13 ans. Donc dès que je mets ce parfum, je pense à elle. Mais bon, c'est pas très original ce que je vous dis, hein. Je pense qu'ici, il y a plusieurs personnes qui portent numéro 5. Par contre, Pauline, c'est vrai que même si ce personnage est très loin de moi, je n'ai pas du tout eu sa vie, mais il y a un passage dont on n'a pas parlé qui a été important pour moi dans ce que vous me demandez, dans le ressenti par rapport à Marilyn. J'avais lu dans les mémoires d'Arthur Miller et dans beaucoup d'autres mémoires que Marilyn Monroe était d'abord quelqu'un de très gentil avec ce qu'elle appelait les petites gens, puisqu'elle venait de là, elle aussi. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui venait d'un milieu aristocratique ou bourgeois. Et elle adorait, lorsqu'elle rencontrait une jeune femme, ou même la fille de ses amis, dire « je vais te coiffer et te maquiller ». Parce qu'elle, c'était vraiment une pro, passer des heures à étudier ses coiffures et son maquillage. Et donc, j'ai lu beaucoup de témoignages où elle faisait les maquillages et les coiffures des jeunes femmes qu'elle croisait. Et je me suis dit, je ne peux pas me priver de ça. Surtout vis-à-vis de Pauline, qui est quelqu'un qui doute d'elle physiquement, qui ne sait pas qu'elle est très belle d'ailleurs. Elle ne sait pas. Personne ne lui dit. Elle est un peu un garçon manqué parce qu'elle passe sa vie à cheval. Et donc, il va y avoir cette scène où Marilyn va lui dire « Attendez un instant, Pauline, vous avez des yeux magnifiques, asseyez-vous là. » Et elle va la maquiller et elle va la coiffer. Et effectivement, Pauline va découvrir quelqu'un d'autre dans la glace. Ce moment-là, moi, alors, vous allez me dire, c'est un peu puéril, mais c'est presque comme si c'était moi. J'aurais adoré, tellement aimé. On demande souvent, oh, mais si vous rencontriez Marilyn Monroe, vous auriez aimé la rencontrer comment ? Et moi, la star ne m'intéressait pas, en fait, la star avec ses robes à paillettes et celle qu'on voit avec son sourire. Non, celle que j'aurais aimé rencontrer, c'est celle dans la suite 614, celle, la dame ordinaire de tous les jours, et qui m'aurait dit « Honey, Tatiana, let me do your hair. Let me do your make-up. » Ça, j'aurais adoré. Mais bon, c'est presque arrivé, puisque je l'ai écrit, donc j'ai assouvi mon fantasme, me faire coiffer et maquiller par Marilyn Monroe. Je voulais simplement si vous pouvez redire le processus de l'écriture dans le sens, vous avez une idée que ça commençait en anglais et quand vous avez dit que vous avez les 2 pages ouvertes, que vous avez écrit dans une langue et puis après vous avez passé.
donc le trait, c'est un paragraphe, une page, deux Ça pages. dépendait. D'accord. Ça dépendait si c'était un dialogue, par exemple. Il y a des dialogues... D'ailleurs, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai pas beaucoup de dialogues dans mes livres d'habitude, et là, j'en ai beaucoup. Et parfois, je remarquais que les dialogues arrivaient plus facilement en anglais dans certaines scènes. Donc je me laissais aller à les écrire longuement. Le secret, c'est de les reprendre assez vite dans l'autre langue quand c'est encore frais. D'accord. Parfois, les descriptions me venaient plus facilement en français pour certaines scènes. Et puis, il y a d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis incapable de vous dire si l'anglais ou le français est à l'origine de la page. Je ne sais pas, en fait. C'est un peu un travail... c'est vraiment j'aime bien ce mot, une auto-adaptation permanente. De passer de l'un à l'autre et de changer pendant... C'est-à-dire que quand vous traduisez le texte de quelqu'un, je vous parlais tout à l'heure de Karine Thuil, jamais je ne pourrais... Imaginez que je doive traduire le texte de Karine Thuil en anglais. Bon, ça a déjà été fait, mais bon, imaginez. Je ne pourrais jamais toucher au texte d'origine de Karine Thuil, parce qu'elle l'a écrit. Et je ne peux pas y toucher. Mais quand c'est vous, évidemment, en adaptant, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne vous plaît pas. Donc vous pouvez toucher à votre texte d'origine. Et parfois, ça vous ouvre des portes pour la phrase qui va venir. Donc en fait, c'est vraiment une expérience comme dans un laboratoire linguistique. J'ai remarqué que ça intrigue énormément de lecteurs. Et pour la petite histoire, je vous ai parlé tout à l'heure de la grande librairie. Il y avait une jeune autrice formidable qui s'appelle Julia Mali. Et elle a écrit ce magnifique livre qui s'appelle La Louisiane. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, il est formidable. Et elle l'a d'abord écrit en anglais, figurez-vous, alors qu'elle n'est pas anglaise, mais elle a vécu longtemps aux États-Unis. Elle est toute jeune, elle a fait ses études là-bas. Elle a écrit une version en anglais et elle en a fait une autre version. Elle a changé des choses pour la version française. Mais elle m'a offert la version anglaise, donc j'ai pu comparer. Donc ce n'est pas du tout le même travail que moi, puisque ces deux livres ne sont pas du tout identiques. Mais je vois comment elle a travaillé. Et c'était la première fois que je pouvais discuter de ça avec une autrice, parce que je n'ai pas beaucoup l'occasion. Nancy Houston écrit dans les deux langues. Mais d'après ce que j'ai compris, elle écrit d'abord dans une langue, jusqu'au bout. Et ensuite, elle se traduit. Et moi, ça ne m'intéressait pas d'aller jusqu'au bout dans une langue. C'était d'aller d'une à l'autre. Et d'ailleurs, un soir, je voulais absolument lire à mon mari un passage très important. Et donc, ça donnait anglais-français, anglais-français, anglais. Et j'avais oublié que lui n'est pas bilingue. Il comprend l'anglais, bien sûr. Mais je le voyais un peu tiquer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais... toi, you can go from one language to the other with absolutely no problem. Et ensuite passer en français and go back to English. Et moi, j'ai du mal à te suivre, là, Tatiana. Choisis une langue. Je dis, ah non, mais j'ai pas encore adapté. Pardon. Voilà. Donc c'est un peu un cerveau hybride. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si attaché aux lieux dans tous vos romans? Et est-ce que dans la vie, c'est pareil, les différents lieux que... Je suis sûre qu'un psy aurait plein de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, je devrais peut-être en parler à mon psy. Je pense que ça vient tout simplement du fait que j'ai eu la chance, petite fille, de grandir dans des maisons qui avaient des histoires. Donc j'avais des grands-parents anglais, j'avais une grand-mère russe, un grand-père mauricien. Donc j'ai eu la chance de grandir dans des maisons qui avaient vraiment des histoires. Je n'ai jamais croisé de fantômes. Ma grand-mère anglaise, oui, elle me racontait des histoires de fantômes à dormir debout. Tout ça avec un petit accent très chic, encore plus terrifiant. Genre, and I was walking into this room and all of a sudden I saw this man and I realized that it was a ghost. J'étais là, tu as vu un fantôme, Granny? Yes, absolutely. Bon, donc, j'ai pas rencontré de fantômes, mais j'ai été, on va dire, très influencée par ces maisons qui avaient des histoires. Et puis, je m'intéressais dans les lectures que j'avais adolescente, petite fille. Il y avait toujours des maisons. Je peux vous citer, par exemple, Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent, des Sœurs Brontë, même Jane Eyre aussi. Le Great Gatsby, il y avait des maisons. Autant on emporte le vent. Mon cher Émile Zola.
l'Assommoir, l'immeuble où vivait Gervaise. Donc je me suis toujours attachée aux romans qui mettaient en scène des maisons. Et puis, bien sûr, les films qui mettaient en scène des maisons. Et alors, très souvent, c'était des films d'horreur. Hein. Amityville, toutes les histoires de maisons hantées, etc. Mais pour moi, le roman où j'ai le plus exploré la problématique et le symbole des maisons et qu'est-ce que ça veut dire, c'est Les Fleurs de l'ombre, où Clarissa, mon héroïne, était géomètre dans une autre vie, ce que j'aurais pu être d'ailleurs, et elle va se retrouver prise au piège dans une maison connectée, puisque ce roman-là se déroule en 2035. Et donc là, j'ai vraiment pu essayer de comprendre pourquoi les maisons m'intéressent tellement, et notamment les maisons d'écrivains. Donc j'ai exploré ça dans Nous irons mieux demain, puisque mon héroïne va découvrir la vie d'Émile Zola. Dans Les Fleurs de l'ombre, c'est Virginia Woolf et Romain Gary. Dans Manderley Forever, je suis allée sur les traces de Daphné du Maurier. Et j'ai compris comment elle avait imaginé et créé Manderley. Et donc, quelque part, c'est un peu comme si une maison me disait des choses. Et les pèlerinages que j'ai pu faire sur des lieux où les écrivains ont habité m'ont beaucoup nourri, puisque je me suis rendu compte que tous ces écrivains que je vous ai cités, que ce soit Woolf, Gary, Zola, du Maurier, étaient eux-mêmes très attachés aux maisons, non seulement dans les romans, bien sûr, mais aussi dans leur vie. Et donc, quelque part, il y a c'est comme une espèce de cadastre intime. Vous avez le lieu où l'écrivain vit, où il crée, mais vous avez aussi le lieu imaginaire où il vous emmène, mais qui est aussi une maison. Et donc, quelque part, c'est comme si la maison devenait non seulement le symbole du corps, voilà, la tête, c'est peut-être le grenier, voilà, le cœur, c'est peut-être la cuisine, là où il y a le foyer. Donc, la symbolique de la maison, la façon dont un écrivain amoureux de sa maison, comme je reviens à Émile Zola d'ailleurs, hein, puisqu'on sait à quel point il a aimé Médan, à quel point il s'inspirait de sa maison pour écrire et travailler, ça sera toujours pour moi une fascination, et je pense que tous les livres que j'écrirai, que je continuerai à écrire, ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas de maison. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est un cauchemar quand je cherche une maison pour vivre ou un appartement. Mon mari il demande quelles sont les charges, s'il y a un parking. Et moi, je demande qu'est-ce qui s'est passé là.